Radio Radicale, vi proponiamo la seduta dell'Assemblea nazionale francese del 3 ottobre 2018. Dopo le interrogazioni al governo del giorno precedente, qui ci troviamo nella seconda tornata di interrogazioni al governo Philippe. Rispetto al giorno precedente la situazione è radicalmente cambiata. Mentre il giorno prima si discuteva delle possibili dimissioni del ministro dell'Interno Gérard Collomb, il giorno dopo sono arrivate le dimissioni del responsabile dell'ordine pubblico francese Collomb. A organizzare la sua in qualche modo dimissione è stato il premier Édouard Philippe, che non lo riteneva all'altezza dei compiti che gli erano stati dati. Lo stesso Collomb era venuto a conoscenza delle manovre contro di lui volute dal primo ministro Philippe, che ha preso l'interim al suo posto e ha incominciato a minacciare le sue dimissioni fino a quando non le ha consegnate davvero nelle mani del Presidente della Repubblica francese Macron, che voleva restasse. Come dicevamo, l'interim adesso spetta a Édouard Philippe. Nel corso di queste interrogazioni al governo nella seduta dell'Assemblea nazionale francese del 3 ottobre del 2018 a partire dalle ore 15, il portavoce del governo francese, il segretario di Stato all'Eliseo, Benjamin Griveaux, ha fatto sapere che nel corso della seduta, rispondendo a un'interrogazione su questo argomento, che l'interim di Philippe durerà poco. Lo stesso primo ministro francese è intervenuto in aula per garantire che lui sarà il responsabile della sicurezza dei francesi per questo breve lasso di tempo. Sempre sullo stesso argomento è intervenuto anche il ministro dell'Agricoltura Jacques Mézard, che ha risposto a un'altra interrogazione sempre sulle dimissioni di Collomb, che adesso si candiderà a Lione. Proprio lo stesso giorno delle dimissioni Collomb ha tenuto un discorso a Lione per annunciare anche la sua candidatura a sindaco della cittadina francese. Il clima rispetto alla seduta precedente paradossalmente era meno teso. Ricordiamo che il giorno precedente Manuel Valls, ex primo ministro francese, aveva annunciato che si sarebbe candidato alle elezioni comunali di Barcellona, e questo aveva suscitato una grossa polemica all'interno dell'Assemblea nazionale francese. Ma ascoltiamo come è stato trattato il caso Collomb. Ricordiamo che si tratta della settima dimissione di un ministro del governo Philippe, ed è considerato un altro elemento di debolezza per l'azione politica anche dell'Eliseo, del Presidente della Repubblica francese Macron. Buona visione. La séance est ouverte. Mes chers collègues, nos comportements dans l'hémicycle donnent l'image de la République et de la démocratie que nous voulons. C'est pourquoi, s'il vous plaît, dans cet hémicycle, nous devons non seulement veiller à écouter respectueusement chacune et chacun des orateurs, parlementaires ou membres du gouvernement, mais nous devons aussi proscrire toute manifestation qui porte atteinte à la dignité de notre Assemblée. Que chacun prenne note de ces centaines de témoignages qui me sont parvenus depuis hier. La parole est à Madame Isabelle Florennes. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Garde des Sceaux. Madame la Ministre, demain, nous fêterons les 60 ans de notre Constitution. Nous sommes nombreux sur ces bancs à être attachés à ce texte fondateur de notre Ve République. Certains pensaient qu'il ne survivrait pas à ses rédacteurs tant ceux-ci l'incarnaient. Et pourtant, il aura permis les alternances et affronté les tempêtes. Il aura accompagné les évolutions sociétales et surmonté les affres de notre vie politique pour nous parvenir quasiment intacts. Là, c'est sans doute son talon d'Achille. Car si ses fondements sont suffisamment solides pour lui avoir permis de traverser tout un pan de notre histoire politique, il souffre de ne pas avoir fait l'objet d'une transformation qui le protège de l'obsolescence et nous permette de faire face aux temps qui viennent.
À la veille de cet anniversaire, il est urgent de ne plus attendre, il en va de sa pérennité. Nous avons besoin d'un texte qui renforce les pouvoirs du Parlement en mettant à sa disposition de nouveaux outils et en garantissant ceux déjà en sa possession. Nous avons besoin d'un texte ouvert aux enjeux de la société. Je veux parler de la différenciation territoriale, du changement climatique et du principe d'égalité entre les hommes et les femmes. Enfin, nous avons besoin d'une constitution qui redevienne parlementaire et présidentielle, comme avait coutume de le dire son fondateur. Madame la ministre, il paraît indispensable d'avoir une plus grande visibilité et lisibilité sur la réforme constitutionnelle engagée à la fin de la session extraordinaire. Pourriez-vous nous donner aujourd'hui des éléments de calendrier à ce sujet? Je vous en remercie. La parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames les députées, Messieurs les députés, Madame Isabelle Florennes, vous avez absolument raison. Une constitution stable est un bien extrêmement précieux pour notre pays et il nous appartient de le préserver et de le faire vivre. Mais les institutions ne sont pas désincarnées, vous le soulignez vous-même, et elles doivent répondre aux aspirations des Français et aux évolutions du temps présent. C'est d'ailleurs l'une des grandes forces de la Ve République que d'avoir offert un cadre extrêmement stable et solide à l'État qui lui permet d'agir dans la continuité. L'autre de ces forces, une autre de ces grandes forces, réside dans sa capacité à s'adapter et pour cela, elle a subi des révisions constitutionnelles, 24 en 60 ans. Le projet de révision constitutionnelle actuel a cet objectif, à la fois préserver les fondamentaux, mais en même temps adapter nos institutions à la France de 2018, qui n'est plus celle de 1958. La lutte contre le réchauffement climatique, la diversité biologique, l'engagement des citoyens, la reconnaissance de l'importance des territoires, mais également le pouvoir de contrôle et d'évaluation du Parlement, et encore la nécessité de recentrer nos procédures pour plus de clarté sur la responsabilité des acteurs publics, tels sont les engagements qui figurent dans cette révision constitutionnelle et que vous avez d'ailleurs débuté au mois de juillet dernier. Conformément aux engagements du Président de la République, la révision de la Constitution est accompagnée de 2 projets de loi. L'un des projets de loi diminue le nombre de parlementaires et l'autre introduit une dose de proportionnelle. Le gouvernement souhaite que l'examen de cette réforme globale intervienne dans les meilleurs délais, avec le temps et la sérénité nécessaires. La session d'automne ne le permet pas en raison de l'examen des textes budgétaires, mais dès cet hiver, nous aurons l'occasion de reprendre ce qui constitue un engagement fort de notre gouvernement devant les Français. Merci. La parole est à Monsieur Sébastien Huyghe. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, alors que nous allons fêter demain les 60 ans de la Constitution, de la Ve République, nous sommes face à une crise gouvernementale majeure et sans précédent. En un peu plus d'un mois, 2 ministres d'État, les numéros 2 et 3 de votre gouvernement, ont démissionné dans des conditions proprement hallucinantes. Nous avons d'abord eu un ministre de l'Environnement qui démissionne en direct à la radio. Nous avons maintenant un ministre de l'Intérieur qui donne un préavis de départ et qui est finalement obligé de forcer la main du Président de la République pour démissionner, toujours par médias interposés. Pire, nous apprenons, Monsieur le Premier ministre, que vous n'êtes au courant de rien. Vous n'étiez pas dans la boucle de la première tentative de démission de Gérard Collomb et vous appreniez hier, ici même, par la question de notre collègue Pierre Cordier, l'effectivité de cette démission. Toute cette cacophonie traduit une improvisation totale, un amateurisme sidérant. Depuis le début du quinquennat, ce sont 7 ministres qui ont quitté votre gouvernement, dont 3 ministres d'État. Alors, Monsieur le Premier ministre, comment comptez-vous reprendre la main sur vos équipes? Dans ce contexte délétère, comment espérez-vous conduire l'action d'un gouvernement qui est devenu une véritable auberge espagnole où chacun entre ou sort comme il le veut? Comment espérez-vous répondre à la persistance de la menace terroriste, à la crise migratoire, à la baisse du pouvoir d'achat qui plombe les Français, alors que votre gouvernement se délite?
Monsieur le Premier ministre, les démissions de Nicolas Hulot et de Gérard Collomb ont en commun le constat d'un président de la République qui n'écoute plus personne. Entendrez-vous, dans ce contexte, la colère des Français qui grondent? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Benjamin Griveaux, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement. On écoute le ministre, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, vous avez la parole. S'il vous plaît, mes chers collègues, seul le gouvernement désigne celui de ses membres qui répond à nos questions. Nous écoutons monsieur Griveaux. Monsieur Philippot, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés et Monsieur le député Huyghe. Il n'y a pas de crise de l'État. L'État est tenu et nous avons perdu un ministre d'État helléniste. Je vous invite à revoir le latin. L'État, stare, se tenir debout, se tenir droit. L'État est là. Le cap a été fixé. La transformation est engagée. Le gouvernement est au travail. Et la sécurité des Français est assurée. Les forces de l'ordre agissent et le Premier ministre est aux commandes. Un nouveau ministre de l'Intérieur, cela a été dit, sera nommé d'ici quelques jours. Soyez patients. Mais d'ici là, au lieu d'agiter les peurs sur la sécurité de nos concitoyens, j'aimerais que sur ces bancs, l'ensemble de la représentation nationale ovationne les 200 fonctionnaires de police qui ont mené l'opération antiterroriste à Grande-Synthe hier matin. J'aimerais que sur ces bancs de l'Assemblée nationale, l'ensemble de la représentation ovationne les forces de l'ordre qui ont procédé à l'arrestation de Redouane Faïd dans la nuit. J'aimerais, mesdames et messieurs les députés, chez les Républicains, que vous respectiez les forces de l'ordre, le travail qui est fait au service des Français pour la protection des Français. Et cela, ça doit nous rassembler au-delà de nos divergences politiques. Chers collègues, je vois que vous n'en êtes pas capables. Les forces de l'ordre apprécieront. Merci, monsieur le ministre. Je vous suggère de garder un peu de calme et de retenue. S'il vous plaît, mes chers collègues, un peu de calme. La parole est à monsieur Gilles Legendre. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de revenir sur la démission du ministre de l'Intérieur en m'adressant à vous au nom de nos concitoyens qui n'ont que faire des polémiques politiciennes, mais qui attendent de leur gouvernement et de leurs députés que leur sécurité soit assurée. Hier, vous affirmiez que rien ne vous distrairait de cette mission. La démonstration en a été apportée quelques heures plus tard avec l'arrestation du multirécidiviste Redouane Faïd. Plus généralement, la succession en cours au ministère de l'Intérieur nous permet de dresser un premier bilan de la politique de sécurité de votre gouvernement, soutenue sans réserve par notre majorité. Il faut toute la mauvaise foi inhérente au combat politique subalterne pour ne pas reconnaître à la fois l'ampleur de l'ambition et la réalité du travail réalisé. La loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, l'augmentation des moyens humains et en équipement, le déploiement de la police de sécurité du quotidien dans 60 quartiers de reconquête républicaine. Notre sécurité est un fondement du pacte démocratique. Ceux-là qui nous critiquent aujourd'hui sont souvent les mêmes qui portent la responsabilité d'une situation que les Français nous ont chargés de réparer. Nous ne sous-estimons ni la difficulté de la tâche, ni la mobilisation exceptionnelle de l'ensemble des agents qui y concourent. Monsieur le Premier ministre, nous entendons parfois que le gouvernement ne ferait pas tout pour la sécurité des Français.
pouvez-vous garantir à la représentation nationale et à nos compatriotes que l'œuvre engagée sera poursuivie et même amplifiée? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Legendre, il y a quelques minutes, une heure, j'étais à Nanterre et j'ai eu l'occasion de rencontrer une quarantaine de femmes et d'hommes qui ont participé à l'opération qui s'est déroulée cette nuit et qui a permis l'arrestation de Redouane Faïd. Une quarantaine de fonctionnaires de police qui, pendant 3 mois, ont consacré une énergie, un professionnalisme et une ténacité admirables pour arrêter un évadé redoutablement dangereux, en prenant des risques pour leur personne et en faisant en sorte que cette opération se déroule de la meilleure des façons. Au-delà de ce succès, je voudrais vous dire, monsieur le député, ce qui m'a frappé chez ces femmes et ces hommes que j'ai rencontrés. C'est le calme. Le calme. Je crois, monsieur le député, que cet engagement permanent, cette conscience professionnelle, cet amour du service, cette remarquable compétence et ce calme conservé en toutes circonstances nous disent quelque chose et d'une certaine façon nous obligent. Oui, Monsieur le Président, la sécurité est une préoccupation essentielle des Français, de l'ensemble de la représentation parlementaire et bien entendu du gouvernement. C'est la raison pour laquelle, depuis 16 mois, nous avons mis en œuvre une politique de transformation juridique lorsqu'il nous paraissait qu'il fallait doter le pays d'instruments juridiques permettant de mieux résoudre un certain nombre de questions, de moyens budgétaires, humains et matériels accrus, car nous partions de loin, Monsieur le Président. Je sais que la simple répétition de cette vérité heurte des oreilles qui ont parfois, comme le disait un responsable politique que je ne nommerai pas, des pudeurs de gazelle. Mais la vérité, Monsieur le Président Legendre, la vérité, c'est que depuis très longtemps, nous n'avions pas fait l'effort nécessaire pour créer le nombre de postes suffisants. Les 5 dernières années, Monsieur le Président, les 5 dernières années, Monsieur... Écoutez-moi, Monsieur le député. Je vais vous dire quelque chose qui va vous plaire, si vous allez voir. Les 5 dernières années, l'effort a été considérable. Je le sais. Et je le dis. Mais, Monsieur le député, cet effort considérable des 5 dernières années, commencé d'ailleurs plutôt dans les 3 dernières années, n'a pas permis de rattraper le retard qui avait été accumulé auparavant. Et je n'étais pas là, Monsieur le député. Mais je veux vous dire, mesdames et messieurs les parlementaires, que l'effort consenti par la nation, vous voyez que le simple rappel de fait, nous sommes en train de rattraper un retard bien trop ancien et bien trop important pour assurer la sécurité des Français. Nous créons 10 000 postes. Nous augmentons les budgets, nous augmentons les moyens matériels mis à la disposition des fonctionnaires de police parce que c'est indispensable et parce que c'est un élément qui nous permettra de répondre aux défis. Et ça, Monsieur le Président, c'est l'honneur de ceux qui, redoutant et écartant du plat de la main les vaines polémiques, considèrent qu'il faut véritablement s'attaquer à la racine du mal. Un dernier mot, Monsieur le Président. Vous avez demandé quel était le sens de l'action qui serait en matière de sécurité poursuivie. Le même que depuis 16 mois. Le Président de la République, il a fixé un cap. Ce cap, il est tenu et il sera tenu fermement.
Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Pierre Dharréville. Dimanche, j'accompagnais l'association Cyclo-Sein pour alerter sur l'augmentation du risque de cancer du sein lié au travail de nuit. Et Madame la Ministre, je voudrais vous parler du travail, de la façon dont on peut y perdre la santé et parfois y perdre la vie. Le scandale de l'amiante nous a rappelé qu'il s'agit bien d'un drame toujours contemporain. Chaque année, ce sont plus de 600 000 accidents du travail déclarés, ce sont près de 50 000 personnes qui se voient reconnues une maladie professionnelle. Et nous savons que ces maladies sont largement sous-identifiées. En évoquant ces chiffres, je pense à ces personnels soignants, à ces intérimaires, des situations où les accidents de travail augmentent. Je pense aussi à ces ouvriers du port industriel de Fos qui sont les premières victimes des émissions polluantes. Je pense à ces salariés frappés par les phénomènes de dépression et d'épuisement professionnel. Jusqu'où faut-il donner de soi pour gagner son pain? Vouloir un travail émancipateur, c'est respecter l'humain, c'est respecter l'acte de production, de création, de participation qu'est le travail. On ne peut le faire en invoquant sans cesse le coût du travail, en poussant toujours plus loin les feux d'une compétitivité, d'une productivité qui d'ailleurs ne font pas défaut aux salariés de notre pays, en développant la précarité, le mal-travail, le management par la terreur, en refusant d'investir dans les outils de production, en perpétuant des process de fabrication dangereux. Et je vous le dis, la suppression des CHSCT n'est pas faite pour permettre de relever ce défi dans le concret des entreprises et des postes de travail. Il faut arrêter de déréglementer, de desserrer les taux et faire respecter l'humain au travail. Il y a des idées pour cela. Il y a aussi de l'inquiétude d'ailleurs. 3 rapports vous ont été remis, dont un à l'initiative du groupe GDR et des députés communistes. Face à cet enjeu majeur, quelles sont vos intentions, Madame la Ministre? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Dharréville, je vous remercie de cette question. C'est une question essentielle. Si on parle de qualité de vie au travail, si on parle de justice sociale, si on parle de performance économique et sociale, on ne peut pas ne pas adresser la question de la santé au travail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est près de 2/3 des salariés qui un jour vont être confrontés personnellement à un accident du travail, un accident de trajet ou à une maladie professionnelle. Donc ce n'est pas un sujet marginal, c'est un sujet qui est au cœur de la situation de travail. Et vous l'avez rappelé, il y a plus de 600 000 accidents du travail par an, dont plus de 500 mortels, et près de 50 000 personnes qui sont reconnues ayant une nouvelle maladie professionnelle chaque année. Nous ne sommes pas bons sur ce sujet. Quand on se compare à d'autres pays, je crois qu'on peut dire clairement qu'on ne peut jamais réussir complètement, mais que nous pouvons repousser, qu'il n'y a pas de fatalité à la situation actuelle. Alors on connaît beaucoup de causes, on connaît la complexité des systèmes de prévention, il y a à peu près 300 organismes, ça n'aide pas forcément à la meilleure coordination. Et je voudrais saluer le rapport que Agnès Buzyn et moi-même avons demandé à la députée Charlotte Lecoq, au syndicaliste Henri Forest et au consultant Bruno Dupuis, qui nous ont fait des propositions sur ce sujet de simplification et surtout d'accès des salariés des TPE-PME. Car vous avez souligné à juste titre que les personnes en situation précaire sont plus souvent sujettes, parce qu'il y a moins de formation, moins de prise en compte des process de sécurité, plus souvent sujettes au risque. Mais c'est vrai aussi des personnes qui travaillent dans les TPE-PME, non pas qu'il y ait plus de risques, mais la médecine du travail, où 15% des postes financés mais n'ont pas trouvé preneur, et donc on a eu une baisse de 15% des postes en 10 ans, et nous sommes collectivement défaillants sur ce sujet. Alors nous avons demandé aussi un rapport au professeur Frima sur les risques chimiques, car c'est un point essentiel, et je voudrais aussi souligner la qualité de votre rapport. Dans quelques jours, dans quelques semaines, nous allons, avec les partenaires sociaux, commencer une concertation sur ce sujet qu'ils souhaitent, que le gouvernement souhaite. Madame la ministre. La parole est à Monsieur Raphaël Gauvain. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Monsieur le ministre, la période de juin à août dernier a représenté en France le 2e été le plus chaud depuis 1990. 39 départements ont été placés en alerte sécheresse. La canicule pénalise notre vie quotidienne, mais a aussi un fort impact sur nos sols. Les grosses chaleurs font disparaître l'herbe et le manque d'eau l'empêche de repousser. J'étais samedi dernier au GAEC du Matra, à Marcilly-les-Buxy, avec les élus locaux, les représentants syndicaux et le sous-préfet.
Les agriculteurs étaient nombreux, près de 80, tous très inquiets de la situation. Ils nous ont alertés face au manque de fourrage disponible et face à leur angoisse d'une rupture d'alimentation dès janvier prochain. En Saône-et-Loire, la sécheresse a d'abord touché les prairies, avec des pertes économiques importantes pour les éleveurs, obligés d'utiliser leur stock de fourrage dès mi-juillet pour alimenter les animaux. Surtout, depuis plusieurs jours, il existe un vrai risque de rupture sur le marché. Face à la forte demande, les prix explosent et créent une pénurie chez les agriculteurs. L'alimentation des animaux cet hiver risque dès lors de se compliquer et pourrait impacter les volages, l'engraissement des animaux et la production laitière. Impact qui se répercutera en 2019 sur les ventes d'animaux et de lait, et donc sur les revenus des agriculteurs. S'ajoute à cela le fait que de moins en moins d'agriculteurs sont indemnisés par les assurances au titre des calamités agricoles. Aussi, ma question, Monsieur le ministre, est simple. Que comptez-vous faire, à court terme bien entendu, pour venir rapidement au soutien de nos agriculteurs, mais aussi à plus long terme pour les accompagner face au changement climatique? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Raphaël Gauvain, vous m'interrogez légitimement sur la sécheresse qui touche notre pays et aussi une grande partie de l'Europe. Le rôle de l'État, c'est bien évidemment de pouvoir anticiper la période d'hiver, de donner de la visibilité aux éleveurs, et c'est ce que nous faisons. Et j'ai demandé au préfet de nous faire un état précis, déjà depuis quelque temps, des stocks et des besoins des différents agriculteurs. Sur la trésorerie des exploitations, nous donnons aussi de la visibilité et de la trésorerie aux éleveurs pour leur permettre d'anticiper, pour acheter dès maintenant le fourrage qui pourrait leur manquer. C'est l'ensemble des mesures que nous avons annoncées dès la fin juillet, comme l'exonération de la taxe sur le foncier non bâti. Et puis, pour soulager la trésorerie des agriculteurs, le premier versement des aides 2018 qui interviendra mi-octobre, c'est-à-dire dans une dizaine de jours, sera majoré sur le pilier 1 comme sur le pilier 2 de près de 20%. Et puis, il y a des cellules d'identification qui ont été mises en place dans toutes les préfectures il y a déjà un petit moment, et pour accompagner les exploitations en difficulté. Les retours sont en train de se faire au ministère actuellement. Nous avons déjà plus de 24 demandes de mise en difficulté agricole, au régime des calamités agricoles, et nous travaillons sur ce dossier pour, exploitation par exploitation, pouvoir accompagner les éleveurs. Le gouvernement là-dessus est totalement mobilisé, et sur un plan plus structurel, face à la récurrence des aléas liés au changement climatique, nous travaillons avec mon collègue François de Rugy, dans le cadre des assises de l'eau, sur des solutions pérennes pour une meilleure utilisation de cette ressource précieuse qui pourra être bien utile lors d'épisodes climatiques comme cela à l'ensemble de nos agriculteurs sur le territoire. Merci. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Sophie Oconi. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, le ministre de l'Intérieur a démissionné, vous transférant temporairement la responsabilité de ce ministère. Il a, au moment de la passation du pouvoir, de façon claire et objective, indiqué que des quartiers ne sont plus sous contrôle, si ce n'est sous celui des trafiquants et des voyous. Selon l'ex-ministre de l'Intérieur, Monsieur le Premier ministre, l'État républicain n'est plus à la hauteur pour protéger les Français, malgré le travail remarquable, admirable et périlleux de nos gendarmes, de nos policiers et plus généralement de nos forces de l'ordre. Ils sont sur le terrain pour lutter contre toutes les formes d'insécurité et pour l'ensemble des Français. Nous voulons en profiter pour saluer leur travail remarquable au moment de l'arrestation de Redouane Faïd, et nous voulons saluer la déclaration de Madame la garde des Sceaux pour une surveillance exceptionnelle quant à ce type d'individu. Vous comprendrez, Monsieur le Premier ministre, que le constat fait publiquement et longuement par l'ancien ministre de l'Intérieur, réputé comme l'homme le plus informé de notre République française, inquiète, même s'il est partagé par grand nombre des députés ici présents, mais aussi d'élus locaux qui nous le dénoncent régulièrement. Le constat qui interpelle les Français donne l'impression d'une certaine forme de désarroi au sein même du gouvernement, au moment où, plus que jamais, les Français comptent sur l'État pour garantir leur sécurité. Monsieur le Premier ministre, partagez-vous ce constat alarmant? Et quoi qu'il en soit,
notre groupe souhaite vivement que le ministère de l'Intérieur retrouve un vrai patron compétent et efficace afin que les Français puissent penser que tout est fait et tout est mis en œuvre pour garantir leur sécurité. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sophie Oconi, vous avez raison de mettre l'accent sur un sujet qui nous interpelle tous. Vous avez déclaré il y a quelques jours, s'agissant de la commune qui vous est chère, celle de Saint-Avertin, vous avez dit « les Français en ont assez des querelles politiciennes ». Eh bien, s'il est un sujet sur lequel nous devons être rassemblés, au-delà de nos différences de sensibilité, c'est effectivement la nécessité de reconquérir, que la République reconquiert ses quartiers. Et je dis, et je l'ai déjà dit ici, que c'est une responsabilité collective parce que ce sont des décennies au cours desquelles on a trop laissé ces quartiers de côté. Et mesdames et messieurs les députés, et je m'adresse aussi à vous, il ne s'agit pas de traiter ces quartiers au Karcher, il s'agit de les respecter, il s'agit de redonner aux valeurs républicaines ce qui est essentiel, dans l'éducation, dans la santé, aussi dans le budget. Et nous allons vous proposer, dans quelques semaines, d'augmenter le budget de 20% sur la politique de la ville. Le dédoublement des classes, les emplois francs, le doublement de l'ANRU, ça c'est du concret. Mais nous avons besoin d'être tous solidaires, parce que c'est un enjeu républicain. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Jean-François Portarieux. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères. Et j'associe à cette question Maurice Leroy, qui est co-rapporteur avec moi d'une mission sur la promotion touristique, dont le travail a été présenté ce matin devant nos collègues de la Commission des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, depuis plusieurs années, la France occupe la première place des destinations touristiques mondiales, malgré la forte concurrence d'autres pays, notamment l'Espagne. C'est donc un secteur important de notre économie, créateur d'emplois, créateur de valeur, puisqu'il représente autour de 7% du PIB. Dans ce contexte, le tourisme mondial devrait connaître cette année une croissance de 8%, avec un peu plus de 1,3 milliard de voyageurs. La France a enregistré l'an dernier un record de fréquentation avec 87 millions de visiteurs étrangers qui ont généré 54 milliards d'euros de recettes. La saison estivale qui vient de s'achever confirme-t-elle cette tendance, Monsieur le Ministre? Est-ce que vous notez des disparités selon les régions, selon les littoraux, en montagne? Et enfin, comment pouvons-nous espérer mieux profiter de la croissance mondiale pour renforcer notre attractivité et pour en faire bénéficier l'ensemble de notre territoire? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Merci beaucoup, Monsieur le député Portarieux, de revenir sur ce secteur économique important pour la France et pour tous nos territoires, qu'est le tourisme. Alors vous m'interrogez sur la saison estivale. Cette saison, oui, Mesdames et Messieurs les députés, eh bien, les résultats ont été au rendez-vous avec une croissance de l'ordre de 2%, une croissance qui était tirée par les arrivées internationales, les touristes internationaux, ce qui fait que le record de 2017, eh bien, oui, nous pensons que nous allons le consolider, le conforter, et nous espérons bien, au terme de l'année 2018, dépasser les 90 millions de touristes internationaux. Ce sont autant de recettes pour nos territoires, autant d'emplois qui se créent. Et d'ailleurs, ce sujet d'emploi devra être au cœur des réflexions dans les prochains mois. Et le Premier ministre réunira un comité interministériel du tourisme dédié à ce sujet, compte tenu de la pénurie d'un certain nombre de professionnels, avec ce succès croissant, cette attractivité croissante de la France. Par ailleurs, si on regarde dans le détail, on voit bien que
les zones littorales ont une fréquentation qui est restée seulement stable, que les zones de montagne, hélas, ont vu une fréquentation un peu décroître. Et donc, l'enjeu, c'est faire en sorte que cette richesse du tourisme international puisse irriguer l'ensemble des territoires. De ce point de vue-là, nous devons travailler à une meilleure connectivité des grandes métropoles françaises à l'ensemble des grandes métropoles mondiales. Nous devons également travailler à la promotion et l'ingénierie avec les destinations, les territoires. C'est le sens de la décision qui a été prise avec Jean-Yves Le Drian d'intégrer 4 régions dans le conseil d'administration d'Atout France et surtout le fait que la Banque des territoires soit au rendez-vous avec 500 millions d'euros mis sur la table pour aider à la rénovation d'un certain nombre d'ensembles. Bref, sur la promotion, l'ingénierie, l'emploi, on est tous à l'offensive pour rester champion du monde du tourisme. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Cubertafond. Ma question s'adresse à Madame Jacqueline Gourault. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, ce week-end s'est tenu à Bourg-en-Bresse le Congrès national des sapeurs-pompiers. Le ministre de l'Intérieur a annoncé un plan ambitieux pour favoriser le recrutement des pompiers volontaires, les fidéliser et reconnaître leur engagement citoyen. Ce plan doit permettre de répondre à l'effet de ciseaux auquel les SDIS sont confrontés entre la stagnation de leur effectif et l'accroissement continu de leurs sollicitations opérationnelles. Les annonces du plan ont été particulièrement bien accueillies dans les territoires ruraux et par les sapeurs-pompiers, où les volontaires représentent la quasi-totalité des effectifs. Dans nos campagnes touchées par la désertification médicale et des temps de trajet importants pour rejoindre les lieux de soins d'urgence, les pompiers se retrouvent en première ligne, car ils sont souvent la dernière garantie du maintien de la proximité et de l'équité des secours dans les territoires. Mais ce samedi, le ministère était particulièrement attendu sur un autre sujet, la réaffirmation du volontariat comme engagement citoyen et non comme travail. Comme beaucoup le savent, les sapeurs-pompiers volontaires forment le socle du modèle français de secours et de gestion des crises. La reconnaissance du volontariat comme engagement altruiste est donc une priorité pour les sapeurs-pompiers aujourd'hui. Lors du Congrès, le ministre a souhaité répondre aux attentes de la profession en donnant à notre modèle de sécurité les moyens de maintenir sa spécificité grâce à un plan ambitieux. Madame la ministre, pouvez-vous, à cet égard, nous présenter les mesures concrètes qui permettront de tenir cet engagement? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, merci. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Pierre Cubertafond, vous l'avez dit, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire la semaine dernière, les sapeurs-pompiers volontaires sont la clé de voûte de notre modèle de sécurité civile. Le gouvernement souhaite que ce modèle de volontariat soit non seulement pérennisé, mais que l'on puisse, de manière résolue, lui donner l'élan nécessaire pour se développer et pour répondre aux nombreuses sollicitations opérationnelles. Je voudrais à ce propos remercier les travaux de Fabien Matras, député, et de Catherine Trundlé, sénatrice, qui ont permis de faire avancer la réflexion. Vous l'avez dit, Monsieur le député, samedi dernier à Bourg-en-Bresse, lors du Congrès national des sapeurs-pompiers, un plan d'action du gouvernement pour le volontariat comprenant 37 mesures a été annoncé et dont le calendrier de mise en œuvre prévoit la réalisation de plus de la moitié d'entre elles avant même la fin du premier trimestre 2019. Ce plan repose sur 3 axes. Attirer et susciter les vocations en représentant mieux aujourd'hui toute la France, notamment les femmes et les jeunes, et à travers également l'outil que sera le service national universel. Deuxième point, fidéliser et mettre le sapeur-pompier volontaire au cœur du dispositif. Et enfin, diffuser les bonnes pratiques. Le gouvernement est donc résolu à faire reposer notre modèle sur le volontariat et le gouvernement n'entend pas qu'il soit remis en cause. Et c'est donc dans ce sens
Si vous permettez, je vais finir, qu'il faudra faire évaluer la directive européenne sur le temps de travail. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Clémentine Autain. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre. Hier, le groupe Alstom a annoncé un joli versement de dividendes à ses actionnaires. Pendant ce temps-là, les promesses de General Electric, contenues dans l'accord qui a été signé en 2014 pour la cession d'Alstom à l'entreprise américaine, ont évidemment fait long feu. En bon fossoyeur de l'industrie française, Emmanuel Macron a mis toute son énergie, quand il était secrétaire général de l'Élysée, puis ministre de l'économie, pour forcer la vente d'Alstom. 4 ans plus tard, le bilan est sans appel. Certains pensent peut-être que l'on peut créer des richesses avec rien, que l'État peut se déposséder toujours plus et laisser faire le privé. Qu'ils regardent ici le résultat. La déconfiture est totale. General Electric prend l'eau et les 1000 emplois promis ne sont aujourd'hui qu'un mirage. Il me rappelle le PINS du MEDEF, vous vous souvenez, le million d'emplois jamais créés pendant que les entreprises empochent tranquillement les milliards publics du CICE. Comme les prétendus engagements de General Electric arrivent à échéance, là, au mois de novembre, certains sites se trouvent directement menacés de fermeture, comme le site historique de Belfort. Ce sont donc aujourd'hui et demain des emplois, des vies, des familles, des territoires qui sont en jeu. Ce sont aussi des outils industriels bradés, ceux dont nous avons besoin justement pour mener la transition énergétique et pour garantir l'indépendance de la France. Mais quand on est capable de donner au privé, Aéroports de Paris, la Française des Jeux, Engie Gaz de France et demain la SNCF, tout devient tristement, si tristement possible. Comment croire, Monsieur le Premier ministre, que de maigres sanctions financières, 50 millions sur 7 milliards de chiffre d'affaires, une goutte d'eau, pourraient contraindre General Electric? C'est une plaisanterie. Monsieur le Premier ministre, quand cesserez-vous de mettre l'État à genoux et de mener cette politique de sacrifice industriel? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Clémentine Autain, je crois que les Français ont droit à la vérité plutôt qu'à des péroraisons. La vérité, et vous le savez très bien, Madame Autain, c'est qu'il n'a jamais été question de privatiser la SNCF, qui est un grand service public et qui restera, grâce à nous, grâce à la réforme de la SNCF, un grand service public compétitif. La vérité, Madame Clémentine Autain, c'est que pour la première fois depuis 10 ans, la France industrielle a recréé des emplois. Le président de la République n'est pas un fossoyeur de l'industrie, il en est, avec cette majorité, le redresseur. La vérité, Madame Clémentine Autain, et tous les salariés d'Alstom le savent, ceux que j'ai rencontrés à Belfort ou ailleurs, c'est que GE est effectivement confronté à un retournement complet du marché de l'énergie. Et qu'on ne joue pas avec les craintes et les inquiétudes des salariés qui, eux, contrairement à vous, connaissent parfaitement l'état du marché, qui, eux, contrairement à vous, ont vu que GE avait supprimé des emplois partout dans le monde massivement et qui s'inquiètent pour leurs emplois, qui ont vu que GE venait de changer de président-directeur général. Et vous auriez pu m'interroger là-dessus parce que l'inquiétude des salariés, elle est là et je la comprends. Je comprends qu'ils puissent être inquiets qu'il y ait un changement de président-directeur général à la tête de cette grande entreprise. Des engagements avaient été pris par GE. J'avais rencontré le président de General Electric il y a quelques mois et je devais le revoir au courant du mois d'octobre pour m'assurer qu'il tienne ses engagements sur la compensation des emplois non créés, sur la revitalisation de certains sites et sur le soutien donné aux filières les plus prometteuses qui sont les filières d'énergie renouvelable. Eh bien, je prendrai contact dans les prochains jours avec le nouveau président de General Electric pour lui demander de tenir ses engagements qui étaient ceux de ses prédécesseurs vis-à-vis de l'État français et vis-à-vis des salariés. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame, s'il vous plaît, la parole est à Madame Anne-Laurence Petel. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre du Travail. Le Président de la République présentait il y a maintenant 2 semaines le plan pauvreté. Pour la première fois, un gouvernement va décliner une véritable stratégie de combat contre la pauvreté en s'attaquant aux inégalités de destin. Cette stratégie audacieuse repose sur 2 axes, la prévention de la précarité et l'insertion par l'emploi.
Avec 9 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, dont 3 millions d'enfants, la situation impose d'agir autrement, de transformer notre État-providence pour que la pauvreté ne soit plus transmise en héritage. Parce que les situations face au chômage sont diverses, les solutions de retour vers l'emploi sont multiples et doivent être envisagées non pas comme une charge, mais comme un véritable investissement sur l'avenir. C'est notamment le sens du plan d'investissement dans les compétences lancé par le gouvernement et qui mobilisera 15 milliards en faveur de l'insertion et de la formation. Mais je veux ici vous parler de l'expérimentation Territoire zéro chômeur longue durée, déployée aujourd'hui sur 10 territoires en France et dont le plan pauvreté prévoit l'extension. Ce projet innovant repose sur un postulat « personne n'est inemployable » et sur un mécanisme « transformer les allocations passives en dépenses actives ». Depuis 2016, ce sont presque 600 personnes qui ont été embauchées pour développer des activités dans l'économie circulaire, la transition écologique, les services de proximité. À Jouques, commune de 4 500 habitants dans ma circonscription, ce sont 45 emplois créés, des emplois non délocalisables et qui répondent à des besoins réels non satisfaits. 120 députés de toutes tendances politiques soutiennent d'ores et déjà son extension, car le social n'est pas une histoire de jambe gauche ou de jambe droite, mais une affaire de solidarité, et la solidarité est bien l'affaire de tous. Le plan pauvreté propose également de s'appuyer sur les entreprises et sur la dynamique des acteurs de l'ESS tels que Convergence, Tajap, Tapage ou Sève. Aussi, Madame la Ministre, pouvez-vous nous préciser les actions que vous entendez mener en faveur de l'insertion et comment les acteurs de l'innovation sociale et Territoire zéro chômeur vont s'inscrire dans la politique de retour vers l'emploi? Merci Madame la députée. La parole est à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Anne-Laure Pétel. Oui, dans le cadre du plan pauvreté, il y a un volet qui est sur l'insertion dans l'emploi des plus vulnérables, avec la conviction basée sur l'expérience que nul n'est inemployable si on lui permet un marchepied qui lui permet d'aller vers l'emploi en 2 étapes. C'est le sens d'ailleurs de l'ensemble de la semaine pour l'inclusion dans l'emploi que je fais cette semaine dans le Pas-de-Calais, dans le Rhône, dans l'Isère, demain en Bretagne, dans l'Ille-et-Vilaine. Je remercie au passage tous les députés qui à chaque fois sont présents avec moi pour promouvoir ces démarches, pas toujours connues, et qui permettent réellement que 50 à 70% de jeunes décrocheurs ou de demandeurs d'emploi de très longue durée ou de personnes en situation de handicap retournent effectivement à un emploi durable. Alors, il y a beaucoup de leviers. Il y a l'insertion par l'économique, et je voudrais saluer notamment le fait qu'on va pouvoir augmenter de 100 000 places dans le quinquennat grâce au plan de lutte contre la pauvreté, ces possibilités qui ont des résultats très importants. J'étais à la glanerie à Toulouse, je serai vendredi dans le Pas-de-Calais sur ce sujet. Les entreprises adaptées, nous avons passé un accord avec le secteur. Nous allons pouvoir doubler le nombre de places, de 40 à 80 000 places dans le quinquennat aussi, toujours. Et hier, dans le Rhône, l'exemple d'une cafétéria comme le Façonnier, j'invite ceux qui sont dans la région à aller le voir, montre à quel point c'est une piste de succès. Les EHPID, qui sont des internats en uniforme, avec un encadrement civil et d'origine militaire, ont des succès fabuleux avec les jeunes peut-être les plus éloignés de la République, les plus éloignés de la qualification et les plus éloignés des institutions. Ils reconstruisent, ils les aident vraiment à se reconstruire leur personnalité et là aussi, nous allons les encourager. Les écoles de la deuxième chance, nous allons pouvoir en créer 10 de plus. Les réfugiés, nous avons lancé un appel à projet pour 4 à 5 000 réfugiés qui vont pouvoir travailler sur les métiers en tension grâce à une qualification. Et le territoire zéro chômeur que je verrai demain à Pipriac en Ille-et-Vilaine pour faire le bilan d'étape de cette expérimentation auquel nous croyons et que nous allons développer. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Boris Vallaud. Monsieur le Premier ministre, vous annoncez 10 milliards d'euros de privatisation au prétexte d'un soutien bien modeste à l'innovation de 250 millions d'euros. Ces privatisations sont une aberration économique et une erreur stratégique et nous voudrions vous en convaincre. Une erreur économique parce que Aéroports de Paris, la Française des Jeux et Engie ont rapporté 850 millions d'euros à l'État en 2017, 1,4 milliard en 2007, parce que le titre d'ADP a cru de 160% ces 5 dernières années et que ces dividendes pourraient à eux seuls financer le Fonds pour l'innovation à horizon de 5 ans. Vous vendez des actifs rapportant 2,5% pour rembourser si peu une dette, alors que l'État emprunte à hauteur de moins de 1% à 10 ans. Une aberration économique enfin parce que, s'agissant d'ADP, vous allez devoir indemniser les actionnaires actuels à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros. Vous faites le choix du court terme et vous appauvrissez les Français en bradant leur patrimoine. Vous faites
Également une erreur stratégique. Une erreur stratégique s'agissant de la Française des Jeux parce que le jeu n'est pas une marchandise ordinaire, qu'il présente des risques d'addiction, de fraude, de blanchiment, dont un actionnaire privé soucieux avant tout de rentabilité ne se préoccupera jamais autant qu'un actionnaire public. Quant à ADP, c'est un service public national, aménageur, exploitant, développeur, au cœur des projets franciliens, CDG Express, la ligne 17 du métro du Grand Paris, cœur d'Orly. L'État ne pourra plus peser sur la stratégie de l'entreprise qui pourra choisir des investissements rémunérateurs dans le commerce, l'immobilier, à l'international, plutôt que dans le développement du transport aérien national dont la rémunération est plus faible. Vous risquez, en outre, de porter gravement atteinte aux intérêts stratégiques d'Air France, dont Roissy est le hub européen. Voilà pourquoi il n'est quasiment pas de grands aéroports internationaux qui ne soient propriété d'une collectivité publique. En privatisant ADP, Monsieur le Premier ministre, c'est l'intérêt national qu'on atteint. Tirons les leçons ensemble des privatisations passées. Soyez le garant des intérêts stratégiques et financiers des Français. Monsieur le Premier ministre, renoncez à ces privatisations. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur Boris Vallaud, vous parlez en expert, puisque le gouvernement qui est le plus privatisé au cours des 20 dernières années est un gouvernement socialiste. Il avait privatisé pour 30 milliards d'euros, nous privatisons pour 10 milliards d'euros, nous sommes petit jeu à côté de vous. Mais je voudrais vous rassurer sur un certain nombre de points. Pourquoi est-ce que nous faisons ces privatisations? Parce que nous voulons investir dans l'avenir et que nous pensons que le rôle de l'État, ça n'est pas, comme vous le dites, de toucher des dividendes et de se comporter comme rentier. Le rôle de l'État, c'est de prévoir l'avenir de nos enfants en finançant les innovations de rupture et les investissements dans les nouvelles technologies dont nous aurons besoin demain pour garantir notre souveraineté technologique. Ces privatisations, nous allons les faire en protégeant les intérêts de l'État et en protégeant les intérêts des citoyens. Et je comprends parfaitement votre question sur les erreurs qui ont pu être commises dans le passé. Il y aura une régulation plus stricte de la part de l'État sur Aéroports de Paris, comme sur l'addiction au jeu, après les cessions d'actifs comparées à avant les cessions d'actifs. Les Français seront davantage protégés. Enfin, je veux vous dire que toutes ces décisions obéissent à une vision que nous défendons avec le Premier ministre, avec le Président de la République, de la place respective de l'État et des entreprises dans la société française. Et le projet de loi que nous allons nous remettre à étudier dans quelques instants nous permet de clarifier le rôle respectif de chacun. Les entreprises sont là pour créer de la prospérité et des emplois pour les Français. L'État est là pour garantir la protection des Français, les services publics, l'investissement dans les technologies les plus sensibles, mais certainement pas pour toucher des dividendes. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Michel Lozana. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. J'associe à ma question la coprésidente Nathalie Elimas et les membres du groupe d'études cancer. Madame la ministre, ce mois d'octobre 2018 marque le lancement de la 25e campagne de lutte contre le cancer du sein. Je souhaite ici rendre hommage à l'association Le cancer du sein, parlons-en, qui œuvre depuis tant d'années pour l'information des femmes sur le dépistage du cancer du sein. Octobre Rose, c'est plus de 70 pays participants, 76 millions de dollars récoltés dans le monde entier et 250 équipes et projets médicaux financés. En France, le cancer du sein est le premier cancer chez la femme avec 54 000 nouveaux cas chaque année et celui qui entraîne la plus grande mortalité avec 11 600 décès par an. Or, l'adhésion au dépistage fléchit. Plus que jamais donc, la mobilisation de tous les acteurs est nécessaire. Nécessaire au stade du dépistage, car pour reprendre un slogan bien connu, savoir, c'est pouvoir agir. C'est en informant mieux les femmes que nous lutterons plus efficacement contre le cancer du sein. Nécessaire également, au stade du traitement, il est primordial de poursuivre les efforts de la recherche, de stimuler l'innovation pour des traitements personnalisés. Nécessaire enfin, pour augmenter la qualité de vie des patientes. S'il est dépisté à un stade précoce, le cancer du sein peut être guéri dans 9 cas sur 10. Notre devoir est d'aider les femmes à se reconstruire,
à retrouver confiance en elles, à passer le mieux possible ce moment douloureux. Madame la ministre, ma question est simple. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous indiquer les mesures que vous entendez prendre à tous les stades, dépistage, traitement, qualité de vie et suivi, afin de renforcer la lutte contre le cancer du sein? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Michel Lozana, merci pour votre question. Elle me permet de renforcer le message en faveur de la prévention et en faveur du dépistage du cancer du sein. Effectivement, vous l'avez dit, c'est un vrai sujet de santé publique, 59 000 nouveaux cas par an, 12 000 décès, alors qu'un certain type de comportement pourrait réduire l'incidence de ce cancer, car outre les facteurs génétiques bien connus, il y a évidemment la sédentarité, le surpoids, l'obésité, l'alcool, qui est responsable de 8 000 nouveaux cas par an, et le tabac, responsable pour lui de 2 000 nouveaux cas par an, sur lequel nous pouvons agir. Cette campagne vise aussi à sensibiliser les femmes sur le dépistage. J'ai créé l'année dernière, dans le plan prévention, une nouvelle consultation en faveur du dépistage pour l'information des femmes à l'âge de 25 ans sur le cancer du sein, mais également sur le cancer du col de l'utérus. C'est une consultation qui sera prise en charge à 100% par la Sécurité sociale. La Haute Autorité de Santé aujourd'hui définit les contours du contenu de cette consultation. Il visera à informer les femmes sur leur niveau de risque et le type de dépistage auquel elles doivent adhérer pendant toute leur vie de femme. Enfin, les informations produites par l'Institut national du cancer viennent d'être renouvelées. Elles permettent une meilleure information des femmes sur les limites et sur l'intérêt du dépistage, sur les méthodes de dépistage. Et cette information est actuellement disponible dans le cadre d'Octobre Rose. Donc, vous savez que sur le plan de la prévention, c'est évidemment là-dessus que nous insistons le plus, mais sur la prise en charge, bien entendu, il s'agit maintenant d'instaurer une prise en charge globale des femmes pour une meilleure qualité de vie et pour un retour au travail. Des initiatives sont prises en ce sens. L'Institut national du cancer a agrégé toutes les entreprises qui veulent participer à un meilleur retour au travail des personnes atteintes de cancer. Les grandes entreprises ont adhéré. Voilà le type de démarche que nous faisons aujourd'hui avec nos agences de santé publique, que ce soit Santé publique France ou l'Institut national du cancer. Je vous remercie. Merci, madame la ministre. La parole est à monsieur André Villiers. Merci, monsieur le président. Mes chers collègues, cette question s'adresse au ministre de l'Agriculture. Plus que le coup de froid sur la place Beauvau, les conditions climatiques qui caractérisent la campagne agricole de cette année font qu'une grande partie du territoire national est affectée gravement par les conséquences de l'absence de précipitations. Les céréales et l'élevage souffrent comme jamais de cette situation aux effets désastreux. Il conviendra d'apporter des réponses adaptées, urgentes, concrètes et autres que législatives aux exploitants concernés, comme l'ont demandé hier notre collègue Jean-Paul Dufrègne, député de l'Allier, et aujourd'hui Raphaël Gauvain, député de Saône-et-Loire. Mais néanmoins, le malheur des uns fait le bonheur des autres. La viticulture, pour sa part, affiche une saison d'exception. Après les années difficiles, gel et grêle en 2016 et gel en 2017, on peut qualifier l'année 2018 d'année du siècle, à tout le moins année de la génération. Aussi, monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention quant à l'opportunité de donner aux viticulteurs de Chablis la possibilité d'augmenter à titre exceptionnel, par dérogation, leur récolte de 20% au regard des conditions imposées et établies par l'INAO, l'Institut national des appellations d'origine. La demande d'augmentation de rendement butoir afin de conserver davantage de volume en cave au lieu d'être obligé de le distiller s'avère être la meilleure des assurances récoltes préconisées pourtant dans une grande loi récente. Ce dispositif s'appelle le VCI, volume complémentaire individuel. Le potentiel du vignoble chablisien en année normale est de 40 millions de bouteilles, dont 70% sont vendus à l'export, sans aide publique, favorisant ainsi notre balance commerciale. Allez-vous, monsieur le ministre, avec le pragmatisme qui vous caractérise, empêcher la distribution des volumes de vin de grande qualité en 2018 en vue d'aléas futurs? Je vous en remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, je vais vous faire une réponse pragmatique. J'ai déjà eu l'occasion sur la question de la sécheresse, l'occasion de répondre au député Gauvain. Il est aujourd'hui, vous le savez, indispensable que les viticulteurs puissent mobiliser des outils de gestion adaptés. C'est le sens des travaux que nous avons menés avec Bruno Le Maire sur la fiscalité agricole, une déduction fiscale qui permettra aux exploitants de constituer une épargne de précaution jusqu'à 150 000 € et l'exploitant pourra substituer à l'épargne monétaire une épargne constituée de stocks, notamment sur la viticulture. Et ces outils viendront s'ajouter, bien évidemment, au mécanisme de volume complémentaire individuel dont vous venez de parler. Celui-ci permet de mobiliser les volumes mis en réserve les années précédentes pour combler le déficit de récolte de l'année. Toutefois, il ne doit pas conduire à remettre en cause la logique de qualité et de maîtrise des rendements qui caractérise la création et le sens du système des signes officiels d'origine et de qualité. Et pour les appellations qui bénéficient de ce dispositif, c'est le cas pour le Chablis que vous connaissez particulièrement bien, et je sais que mon collègue Jean-Baptiste Lemoyne est aussi soucieux de cette question. Il est possible, depuis juin 2018, de déplafonner le niveau des volumes complémentaires à hauteur de 20% du rendement de base défini dans le cahier des charges. La réserve constituable sur 3 ans évolue également en passant à 50% du rendement du cahier des charges en cumulé. Dans le cas spécifique du Chablis, le problème est lié au niveau de son rendement butoir, et le rendement butoir est une disposition à laquelle on ne peut déroger que par modification du cahier des charges et non par circonstances exceptionnelles. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Laetitia Romero-Diaz. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la secrétaire d'État auprès du Premier ministre en charge des personnes handicapées. Madame la ministre, j'étais la semaine dernière à vos côtés dans l'Essonne, où vous avez pu mesurer l'importance des mesures que vous portez, les attentes qu'elles suscitent, les initiatives qui amplifient sur le terrain la politique que vous engagez. Le handicap est en effet l'une des priorités du Président de la République, et cette responsabilité engage tout le gouvernement et notre majorité. En 2018, nous avons enclenché ensemble de grandes transformations pour que la société inclusive ne soit plus un écran de fumée rhétorique, mais bien une réalité pour nos concitoyens concernés. Vers une école inclusive, avec l'augmentation et la transformation des contrats d'accompagnants à l'école, vers l'inclusion dans l'emploi, avec les mesures prises dans la loi sur la formation et l'apprentissage, sans oublier bien sûr le quotidien des personnes en situation de handicap, que ce soit dans leurs relations avec les MDPH, dans l'accès au logement avec la loi Elan ou dans la revalorisation progressive de l'allocation adulte handicapé de 100 € par mois. Je ne peux pas tout citer sur le temps qui m'est imparti, mais 2018 a été l'année du passage de l'intention inclusive à l'action. Nous travaillons depuis 1 an, pied au plancher, pour que le handicap ne soit plus un facteur d'exclusion, mais pour qu'il soit au contraire le moteur de l'inclusion dans toutes les sphères de notre société. Dans les semaines qui viennent, nous débattrons 2 textes qui fixeront les priorités budgétaires pour l'année 2019. L'enjeu de ce budget, c'est de se donner les moyens d'accélérer encore l'ambition que nous portons ensemble. Aussi, Madame la Ministre, pouvez-vous nous expliquer en quoi le budget que nous voterons est bien celui de la poursuite et de l'accélération vers une France plus inclusive et plus protectrice des plus vulnérables? Merci. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Madame Sophie Cluzel. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, j'ai pu apprécier en effet votre engagement dans cette belle journée que nous avons passée la semaine dernière. Oui, le gouvernement garde le cap. Oui, le handicap est une priorité du quinquennat et elle se traduit par des investissements massifs sur l'année qui va venir. Je voudrais rappeler qu'un 2e comité interministériel se tiendra le 9 octobre prochain. Je salue l'engagement de tout le gouvernement pour prendre en compte justement les spécificités du handicap dans leur politique de droit commun et ainsi changer la vie quotidienne des personnes handicapées. Je vous rappelle l'ampleur de la stratégie nationale pour l'autisme de 344 millions, dont 60 millions ont été sanctuarisés dans le PLFSS 2019 afin de pouvoir mettre en place l'intervention précoce si importante pour les parents avec un reste à charge 0 pour cette intervention.
Cette ambition, elle se concrétise également dans le budget 2019 avec la revalorisation exceptionnelle de l'allocation adulte handicapé, conformément à l'engagement du président de la République. Je vous rappelle que c'est 2,5 milliards d'investissements sur l'ensemble du quinquennat pour les 1,1 million de personnes concernées qui touchent l'allocation adulte handicapé. Dès le 1er novembre prochain, l'allocation passera à 860 € pour atteindre 900 € au 1er novembre 2019. C'est un investissement de 500 millions supplémentaires sur le budget 2019 pour tenir cet engagement qui était important et indispensable. D'autres mesures sur la scolarisation, sur l'insertion professionnelle. Je rappelle que les budgets sur l'emploi accompagné de double augmentent de 40%. Sur l'entreprise inclusive avec Muriel Pénicaud, nous sommes à la manette aussi pour accompagner les entreprises adaptées. Plus de 45 millions qui permettront le recrutement de plus de 8000 personnes. Donc vous le voyez, c'est un engagement quotidien pour changer la donne pour le quotidien des personnes handicapées. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Luc Poudroux. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Outre-mer. Le gouvernement persiste à remettre en cause le dispositif des contrats aidés, alors que celui-ci constitue une alternative à la lutte contre la précarité des ultramarins, plus importante encore que sur le territoire hexagonal. Les conséquences sont déjà dramatiques à La Réunion. La suppression de milliers d'emplois constitue un coup de poignard porté aux personnes placées en situation de forte précarité, aux bénéficiaires du RSA, aux personnes en situation de handicap, à nos jeunes de moins de 26 ans. L'emploi des Réunionnais n'attend pas. Les contrats aidés ne sont pas la solution idéale, mais ils répondent à une urgence. De nombreuses structures associatives, en particulier dans le milieu culturel et sportif, faute contributrices de liens sociaux, ont été fragilisées. Certaines ont même été contraintes de fermer. De graves dysfonctionnements ont lieu dans nos écoles. Les équipes administratives se sont fortement réduites. Cela a un impact sur le fonctionnement pédagogique. Les enseignants sont fortement déboussolés. Les parents que nous sommes sont inquiets quant à l'hygiène et à la sécurité de nos enfants ainsi mis à mal. Une nouvelle épidémie, la dengue, a pris des proportions inquiétantes car nous sommes aujourd'hui à la veille de l'activation du niveau 5, soit le plus critique. Des moyens constants sur des emplois verts nous auraient permis d'éviter cette situation. Ces constats sont alarmants et n'avaient pas été prévus par des études. Notre vivre ensemble est en danger. À La Réunion, nous avons le sentiment que votre gouvernement a baissé les bras et qu'il a tiré un trait sur la mise en place de mesures choc. Au regard de ces éléments, que comptez-vous faire, Madame la Ministre? Merci Monsieur le député. La parole est à Madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je tiens tout d'abord à vous féliciter, Monsieur le député Poudroux, pour votre arrivée dans cet hémicycle. Je l'ai déjà dit l'année dernière, ici, devant vous tous, l'ajustement a été brutal, effectivement, pour les contrats aidés dans les territoires d'outre-mer. Et c'est d'ailleurs parce que nous avons tenu compte des spécificités, des difficultés des territoires d'outre-mer que le gouvernement a décidé de maintenir un nombre de contrats aidés beaucoup plus important dans les territoires d'outre-mer. Les spécificités des territoires d'outre-mer, ils sont défendus au sein de ce gouvernement, ils sont entendus. Par exemple, la fongibilité des enveloppes rend effectivement l'exercice plus souple dans les territoires d'outre-mer. Il faut savoir aussi qu'on a mis une majoration dans les territoires d'outre-mer par rapport à l'Hexagone. Et puis, les contrats aidés sont encore possibles dans le secteur marchand, dans les territoires d'outre-mer, alors qu'ils ne le sont plus possibles dans l'Hexagone. Vous l'avez vu, nous prenons bien en compte donc ces spécificités. Mais je suis d'accord avec vous, c'est d'emploi durable dont il nous faut parler et c'est ce qu'attendent nos jeunes dans les territoires d'outre-mer. C'est pour ça que j'ai travaillé sur l'écosystème des aides économiques dans les territoires d'outre-mer. C'est 2,5 milliards d'euros qui viennent aider les entreprises d'outre-mer à faire face à toutes ces difficultés, mais surtout à se développer mieux dans les territoires d'outre-mer et dans leur bassin maritime. C'est pour ça qu'aussi, avec Muriel Pénicaud, nous avons travaillé sur la formation et l'apprentissage des jeunes dans les territoires d'outre-mer. C'est 700 millions d'euros qui seront consacrés dans les 4 années à venir à la formation des jeunes ultramarins. Il faut maintenant sur les territoires qu'on se mobilise pour définir les secteurs qui sont porteurs et pour répondre aux besoins des territoires d'outre-mer. Nous y veillons. Et puis, l'engagement de l'État, c'est aussi des investissements très importants en termes d'infrastructures sur les territoires d'outre-mer. Un seul exemple,
1 milliard d'euros pour les établissements et les hôpitaux des territoires d'outre-mer, qui a été décidé par Agnès Buzyn pour venir effectivement donner là aussi du travail et permettre de travailler dans des meilleures conditions dans les territoires d'outre-mer. Voilà, en Merci, conclusion, Madame la Ministre. pour 2019, nous maintenons l'effort. Merci Madame la Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue pour 10 minutes.